Bonjour madame, monsieur, bienvenue dans ce bulletin d'infos. Commençons ces 13 heures avec cette information. L'Union européenne s'implique davantage dans le processus du retour de la paix en Ituri. Son ambassadeur en République démocratique du Congo a rencontré hier le gouverneur militaire de cette province sous état de siège. Les deux personnalités ont discuté sur la possibilité de mettre en œuvre un projet d'appui à la justice. Deux amples détails dans cet élément de la presse de l'Ituri. Cette deuxième mission de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC sur le sol iturien sous état de siège vient confirmer l'implication de l'Union européenne à appuyer les efforts de paix consentis par l'administration militaire. Depuis ma première visite, moi j'ai exprimé que pour l'Union européenne, la province de l'Ituri serait une priorité. Demain, on va sur un projet d'appui à la réforme de la sécurité et de la justice. On va avoir l'opportunité de donner visibilité à quelques travaux et quelques équipements qui vont être livrés à la province de l'Ituri. Cependant, les efforts de paix conjugués par les gouvernements provinciaux de l'Ituri a une fois de plus marqué l'attention de Berlanga Martinez. Je peux voir depuis ma dernière visite qu'il y a eu des progrès dans le sens de récupérer de l'espace en faveur de l'État, des institutions de l'État, des institutions provinciales. Et dans ce sens, on ne peut que féliciter et remercier les efforts des forces armées, de la police et des communautés en faveur de ces recherches de la paix. Cette occasion, le numéro 1 de l'Union européenne en RDC en a profité pour interpeller la conscience de la population iturienne sur les violences faites contre les femmes, un fléau qui ronge la partie est du pays. Dans les efforts déjà énormes qui font les institutions provinciales, je voudrais faire un appel à la conscience citoyenne en faveur de la lutte contre ces violences contre les femmes. Il faut le dire, depuis un certain temps, le constate de plus en plus la présence de partenaires de taille du gouvernement congolais en Ituri, un indicateur important de l'attention de la communauté internationale sur cette province qui voit l'espoir d'un avenir meilleur naître seulement grâce à l'état de siège sous le leadership du lieutenant-général Luboya Chamadjoni qui applique sans faille la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La Chine vise à approfondir ses liens avec les continents africains. Au moment où le Forum de coopération sino-africaine s'apprête à s'ouvrir, le Congo, qui a réussi à faire réviser le contrat de développement avec la Chine, entend mettre en valeur ses potentialités naturelles et géologiques pour peser dans la géopolitique mondiale. Mais dans quelle mesure la RDC peut-elle passer un cap, devenir une puissance industrielle grâce à ses ressources naturelles? Nous avons posé la question au professeur Cyril Massoula. Il a été interrogé par Patrick Ilunga. Suivez. Toutes nos ressources, nous devons développer les capacités de les connaître, première chose. Les connaître, ce n'est pas seulement les voir physiquement, mais c'est de les analyser, de les comprendre et de savoir ce que ça devient, ce que ça peut devenir. D'où l'idée après de le transformer en richesse. Le transformer en richesse, c'est comment on fait pour transformer une pierre en bijou. Comment on fait transformer une pierre en pile. C'est-à-dire la technologie. Et cette technologie-là, nous devons former les hommes pour l'acquérir. Et c'est ainsi que nos ressources, qui sont immenses, peuvent réellement devenir des richesses qui seraient encore plus immenses, parce qu'on y mettrait de la valeur ajoutée. Mais se contenter seulement de voir des ressources telles que naturelles, c'est rien du tout, c'est la pierre. Une pierre, vous la jetez, elle reste là. Mais si vous transformez cette pierre en pile électrique, ce n'est plus une pierre, c'est une pile électrique. Voilà, c'est un peu cette idée-là que nous devons transformer nos capacités, nos potentialités en quelque chose de réellement concret qui transforme la vie des Congolais, qui transforme les richesses congolaises et qui lui donne des capacités réelles de pouvoir investir dans des domaines pour lesquels, par exemple, on n'a pas encore assez investi, domaine industriel. Nous devons être, avec nos ressources, une locomotive industrielle à travers les ressources que nous avons, parce qu'on n'aura pas besoin de matières premières à aller importer. Nous les avons sur place. Donc maintenant, il reste premièrement les capacités humaines. Deuxièmement, après, les ressources financières viendront si les hommes
réfléchissent si les hommes ont les capacités de mobiliser les ressources financières. Mais nous devons les former. Mon discours, c'est de militer pour que dans nos universités, dans nos écoles, nous ayons des facultés, des départements qui forment les jeunes dans nos différentes provinces, pas seulement à Kinshasa, sur les ressources. Qu'on ait une école sur la forêt, par exemple. La forêt du bassin du Congo, quelle est l'école qui produit des ingénieurs ou des élèves qui maîtrisent la forêt? Comment on peut la transformer? Les mines, c'est la même chose. On ne doit pas attendre que ce soit la bourse de Londres ou de New York qui nous disent qu'au Congo il y a ça et ça. Nous devons avoir nous-mêmes nos capacités à dire que de tous les minéraux qu'on a, les Congolais qui en ont les capacités ont évalué à autant de milliards. C'est important, parce que sinon, ce sera quelqu'un d'autre qui le fera à notre place, et celui qui fait à notre place, on n'est pas sûr qu'il va nous donner la vraie valeur et la valeur totale. Allons dans la province du Kasaï central, à Kananga précisément, située au centre de la République démocratique du Congo. Casser de pierres de roche dans la carrière de Nganza et récupérer le sable dans la rivière éponyme est l'un des moyens de survie pour de nombreuses familles de ce coin. C'est le cas avec Jacques Boanabombo qui nourrit sa famille grâce à ce métier difficile, pénible mais rentable. Il y a maintenant 4 ans, cette force de casser des pierres, il a hérité de son père biologique. Suivez. Avec des moyens rudimentaires, ces casseurs de pierres produisent de la poussière, de la caillasse, des graviers, des moellons et autres matériaux de construction tels que les sables dans la rivière Nganza pour fabriquer des briques de différentes dimensions. Une activité difficile, pénible mais rentable pour certains artisanaux de surcroît, père de familles nombreuses. Papa il a décédé, mon chéri a une responsabilité. Mon responsabilité du mon chéri a 4 ans de travail. Cela fait déjà 4 ans, jour pour jour, depuis que je travaille dans cette carrière artisanale. J'ai appris ce métier de par mon père biologique. Ce travail est rentable et il me permet de nourrir ma famille. Ça permet beaucoup de chances. Une tonne de caillasse se vendait à 75 000 francs congolais. Pour 20 tonnes, il fallait débourser jusqu'à 1 500 000 francs congolais. Parmi leurs acheteurs, on trouve des particuliers et des entreprises telles que Safrimex. Mais depuis l'avènement des commissionnaires, cette activité ne nourrit plus son homme. La plupart des casseurs de pierres ont perdu les marchés, y compris leur pouvoir d'achat, et aujourd'hui 20 tonnes se négocient à 7 500 francs congolais. Mais nous avons comme difficulté comment acheminer les briques en question sur les lieux. Vu que nos routes ne sont pas bonnes, cela occasionne aussi l'augmentation des prix. Parce que les transporteurs, quand ils veulent nous taxer, ils tiennent compte de l'état des routes. Et plus loin, quand on a commencé à exploiter cette carrière, les briques se vendaient à 100 francs. Mais avec les tracasseries des agents de l'État et consorts, tout ce que ces amis nous donnent, nous avancent comme raison, c'est lié aux tracasseries. Si les briques ont augmenté les prix, ce n'est pas le fait qu'il y a toute une chaîne d'agents de l'État qui viennent à tour de rôle avec trop de petites taxes. Maintenant, vous remarquez que quand les taxes deviennent en chaîne, quand les taxes se multiplient, cela impacte aussi sur les prix de vente des briques. Un client rencontré sur place déplore les prix exorbitants de ces matériaux de construction tels que des briques. Nous vendons notre production à tous les particuliers, bâtisseurs des maisons et autres à Kananga et ses environs. Aujourd'hui, avec la modernisation de la voirie de Kananga, la société Safrimex est devenue aussi notre client en attendant l'installation de son concasseur. Jadis, 20 tonnes de caillasse se vendaient à 1,5 million de francs congolais. Avec la concurrence déloyale et l'avènement des commissionnaires, ce prix a baissé drastiquement. Nous ne vivons plus de cette activité à la suite de la baisse considérable des prix. Nous demandons une aide du gouvernement. Face à ces difficultés, ces casseurs de pierres demandent au gouvernement de leur venir en aide, avec l'espoir que leur cri d'alarme n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Parlons sport, 21 léopards sont déjà dans la capitale Kinshasa en prévision de la double confrontation, comptant pour la première
et deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025 face à la Guinée le vendredi 6 septembre au stade de Martyrs et le lundi 9 septembre contre l'Éthiopie en déplacement. Le capitaine Chancel Mbemba, Théo Bongonda et Edo Kayembe notamment ont atterri à Kinshasa dans la soirée de ce mardi 3 septembre. Suivez plus de détails avec Blette Kouzola. Les léopards seniors de la République démocratique du Congo sont presque complets pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. 12 joueurs ont rejoint la tanière la nuit au quartier général à Hilton Hotel. 20 léopards au total sur 25 convoqués séjournent déjà à Kinshasa pour affronter le 6 et le 9 septembre le Sili national de la Guinée à domicile et le Walia de l'Éthiopie en déplacement. La préparation des léopards a débuté lundi avec une séance en salle pour les premiers arrivés, Enoch Inonga, Gaël Kakuta et Mecha Kelia notamment. Elle s'est poursuivie ce mardi 3 septembre au stade de Martyrs à huis clos avec 21 joueurs, dont 20 en regroupement, plus le milieu Samuel Mutusami qui est arrivé à midi dans la capitale congolaise. 3 joueurs sur les 4 restants, à savoir Chancel Mbemba, Théo Bongonda et Edo Kayembe, rejoindront la ville de Kinshasa la nuit. Quant à Nathanael Mboukou, qui a été prêté à Dynamo Zagreb de la Croatie par Augsbourg d'Allemagne, sera le dernier joueur à fouler le sol congolais. Chutons en ces 13 heures avec cette information. Les continents africains font partie des zones du monde où la consommation de la bière continue d'augmenter avec la croissance des revenus disponibles et l'augmentation de la démographie. Cette tendance nourrit les investissements privés dans le développement de la production. Suivez cet élément. L'année 2023 a été historique pour le fabricant de bières sur le continent africain. Selon le nouveau rapport de référence sur le marché publié par les cabinets d'analyse Bartas, la production de la boisson alcoolisée a atteint 154,5 millions d'hectolitres durant l'année écoulée. Si ces volumes marquent une hausse en glissement annuel de 3%, il s'agit surtout de la première fois en 20 ans que le stock total de bière franchit les caps des 150 millions d'hectolitres. Alors que la barre de 100 millions d'hectolitres a été dépassée en 2010, l'industrie africaine peinait à atteindre ces nouveaux seuils symboliques, même si elle s'en était approchée en 2022 avec 149,9 millions d'hectolitres. Avec ces nouveaux records, l'industrie signe sa 3e année consécutive de croissance après le coup d'arrêt enregistré en 2020 avec la pandémie de coronavirus et confirme les perspectives positives du marché africain de la bière. Sur l'année écoulée, le taux de croissance de la production en Afrique était le plus important parmi les zones majeures des consommations alors que les Amériques, l'Asie et l'Europe affichaient toutes des baisses en glissement annuel. En 2023, l'un des principaux faits marquants a été la reconquête par l'Éthiopie de sa position dans le trio des têtes des principaux producteurs. Derrière l'Afrique du Sud, leader historique de l'industrie avec 35,1 millions d'hectolitres et le Nigeria, 17,7 millions d'hectolitres, les pays des Négus a supplanté l'Angola. Alors que dans les pays d'Afrique de l'Est, la production a augmenté à 12,6 millions d'hectolitres en 2023, l'offre a stagné du côté de la nation lusophone à 12 millions d'hectolitres. Au-delà de ces quatuors, tous les autres membres du top 10 ont enregistré une hausse de leur production d'une année sur l'autre. Il s'agit du Cameroun, de la RDC, de la Tanzanie, de la Côte d'Ivoire, du Kenya et du Mozambique. C'est la fin de ce bulletin d'infos, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé. Au revoir.